À 124 années-lumière d'ici, en orbite autour d'une étoile rouge et faible dans la constellation du Lion, quelque chose se produit qui pourrait changer tout ce que nous croyons savoir sur notre solitude. Des scientifiques employant le télescope spatial James Webb ont détecté, dans une atmosphère lointaine, des molécules que sur Terre, seul le vivant fabrique. Le niveau de confiance annoncé s'élevait à 99,7%. Cela ne laisse que 3 chances sur 1000 qu'il s'agisse d'un bruit aléatoire. La planète porte un nom austère, K2-18b. Un monde peut-être océanique, 2,5 fois plus large que la Terre. Et son atmosphère semblait crier la présence de molécules que les algues marines pompent dans notre propre ciel. Cette nuit, nous allons descendre lentement dans cette histoire. Nous allons regarder ce que la lumière a réellement dit, ce que les instruments ont réellement vu, et ce que d'autres équipes ont trouvé quand elles ont repris les mêmes données et refait les calculs. Car cette dernière partie de l'histoire est celle que l'on raconte rarement, et c'est peut-être la plus intéressante de toutes. Si ces longues descentes dans le noir vous accompagnent vers le sommeil, abonnez-vous à cette chaîne, versez-vous quelque chose de chaud, laissez la pièce s'assombrir. Nous avons toute la nuit, et il n'y a rien à conclure avant le matin. Imaginez ceci, une planète passe devant son étoile. Pendant quelques heures, une fraction minuscule de la lumière stellaire traverse l'atmosphère de ce monde lointain avant de nous parvenir. Dans cette lumière se trouvent des secrets. Le télescope spatial James Webb capte cette lumière et la sépare en un arc-en-ciel de couleurs. Chaque produit chimique présent dans cette atmosphère absorbe des longueurs d'onde précises. Le méthane dévore certains rouges. Le dioxyde de carbone avale des infrarouges particuliers. La vapeur d'eau laisse sa propre signature. Les scientifiques appellent cela la spectroscopie de transmission, et cela fonctionne comme la lecture d'un code-barre écrit dans la lumière des étoiles. C'est une science confirmée, employée avec succès sur des dizaines de mondes. Quand la planète passe devant son étoile, Webb détecte la chute de luminosité. Mais plus important encore, il attrape les empreintes digitales laissées par chaque molécule flottant dans ce ciel étranger. Le procédé est précis. Le télescope se tient à 1,5 million de kilomètres de la Terre, bien au-delà de notre atmosphère, là où rien n'interfère avec sa vue. Ces miroirs sont revêtus d'or pour capter la lumière infrarouge, ces longueurs d'onde où les signatures moléculaires brillent le plus fort. Voici ce qui rend cela remarquable. Webb peut détecter des composés à des concentrations aussi basses que quelques parties par million. Sur Terre, ce serait comme trouver une seule goutte d'encre dans une piscine. Les données arrivent sous forme de courbes, montrant des creux et des pics à des longueurs d'onde précises. Chaque creux représente une molécule absorbant la lumière. Faites correspondre le motif. Identifiez le composé. Le méthane possède 4 bandes d'absorption caractéristiques. Le dioxyde de carbone montre 2 traits marqués. L'eau laisse 3 marques distinctes. Le télescope emploie 2 instruments pour ce travail. L'un est un spectrographe proche infrarouge. L'autre examine l'infrarouge moyen, des longueurs d'onde plus longues. Ensemble, ils créent une image complète de ce qui flotte dans les atmosphères lointaines. Quand les scientifiques ont pointé Webb vers ce monde, ils s'attendaient à voir du méthane et du dioxyde de carbone. Les deux avaient été détectés auparavant à l'aide du télescope Hubble, quoique les instruments plus anciens peinassent en précision. Ce qu'ils ont trouvé à la place les a poussés à vérifier leurs instruments 3 fois. La courbe montrait des traits d'absorption qui correspondaient à une seule chose, le sulfure de diméthyle, ou possiblement son cousin chimique, le disulfure de diméthyle. Les 2 molécules partagent des signatures spectrales semblables dans la gamme observée. Le signal apparaissait à des longueurs d'onde situées entre 4 et 5 microns environ. Plusieurs bandes d'absorption s'alignaient avec les mesures de laboratoire de ces composés soufrés. La force du signal indiquait des concentrations dépassant 10 parties par million. Pour référence, l'atmosphère terrestre contient ces molécules à moins d'1 partie par milliard. Quelque chose sur ce monde en produirait des milliers de fois plus vite que ce que nous voyons ici. Mais ce qui vient ensuite est plus étrange encore. Les scientifiques ont mené les observations 2 fois avec des instruments différents. Les 2 fois, la même signature est apparue. La probabilité que cela survienne par pur hasard fut estimée à 0,3%. C'est ce qu'on appelle une certitude de 3 sigma en termes statistiques. Pas tout à fait assez pour déclarer victoire,
mais bien au-delà de la coïncidence. Pour atteindre 5 sigma, l'étalon or de la découverte scientifique, il faudrait 2 ou 3 fenêtres d'observation supplémentaires. La question suivante devient évidente. Qu'est-ce qui pourrait bien créer ces molécules en quantité aussi stupéfiante? Sur notre planète, le sulfure de diméthyle n'a qu'une seule source confirmée, la vie. Précisément, de minuscules organismes flottant dans l'océan que l'on appelle le phytoplancton. Ces algues microscopiques produisent un composé nommé le diméthylsulfoniopropionate à mesure qu'elles croissent. Quand elles meurent, ou quand des bactéries les décomposent, ce composé se transforme en sulfure de diméthyle. Le gaz s'échappe dans l'atmosphère, et vous pouvez le sentir. Marchez le long de n'importe quelle plage. Cette odeur vive, légèrement désagréable, dans l'air. C'est cela, le sulfure de diméthyle. Les scientifiques ont cherché pendant des décennies un moyen non biologique de fabriquer cette molécule dans les atmosphères planétaires. Ils n'ont rien trouvé qui fonctionne à des échelles significatives. Des expériences de laboratoire peuvent créer des quantités infimes par des réactions entre le méthane et le sulfure d'hydrogène dans des conditions précises. Mais ces voies sont inefficaces. Elles exigent des rapports exacts d'ingrédients et produisent du sulfure de diméthyle à des concentrations bien inférieures à ce que nous observons sur Terre, sans parler de ce que Webb a mesuré sur ce monde lointain. Voici pourquoi cela compte. La plupart des gaz candidats au titre de biosignature ont des problèmes. Le méthane peut venir des volcans. L'oxygène peut être créé quand la lumière ultraviolette brise les molécules d'eau. La phosphine pourrait se former dans les tempêtes violentes des géantes gazeuses. Chacun de ces gaz possède au moins une voie non biologique connue qui brouille l'interprétation. Le sulfure de diméthyle et son cousin le disulfure de diméthyle se tiennent à part. Leur chimie semble exiger des voies biologiques précises qu'aucun processus géologique connu ne peut reproduire à haute concentration. Et la molécule a une durée de vie brève. Dans l'atmosphère terrestre, le sulfure de diméthyle se décompose en quelques jours. La lumière du soleil le déchire, l'oxygène l'attaque, les radicaux hydroxyles le détruisent. Cela signifie que tout sulfure de diméthyle que nous détectons doit être continuellement réapprovisionné. Sur Terre, le phytoplancton prolifère et meurt par cycle, pompant des réserves fraîches dans l'air. Le fait même que nous puissions le mesurer prouve que quelque chose le fabrique constamment. Maintenant, imaginez trouver ce gaz sur un autre monde à 10 000 fois la concentration terrestre. Le calcul devient inévitable. Quelle que soit la source, elle doit être incroyablement puissante. Un processus quelconque engendrerait du sulfure de diméthyle plus vite que la chimie ne peut le détruire. Sur Terre, nos océans grouillent de milliers de milliards de cellules de phytoplancton travaillant sans relâche. Produire les concentrations que Webb semblait avoir détectées exigerait une vie à une échelle difficile à concevoir. Et c'est ici qu'il faut s'arrêter. Parce que si nous continuions simplement à dérouler cette histoire, telle qu'elle a été racontée dans des milliers d'articles à travers le monde, nous vous mentirions par omission. Voici ce qui s'est réellement passé après l'annonce. D'autres équipes de chercheurs ont téléchargé les mêmes données. Les données de Webb deviennent publiques après une brève période réservée. N'importe qui peut les reprendre. Plusieurs groupes indépendants l'ont fait. Ils ont refait l'analyse avec leurs propres méthodes statistiques, leurs propres modèles atmosphériques, leurs propres choix de traitement du signal. Et la plupart d'entre eux n'ont pas retrouvé le signal. Quand ces équipes ont réanalysé les mêmes observations, la signature du sulfure de diméthyle s'est affaiblie. Considérablement. Certaines analyses la ramènent à environ 1 sigma. À ce niveau, le signal cesse d'être une indication. Il devient indiscernable du bruit. D'autres analyses ont trouvé que des modèles atmosphériques sans aucune molécule soufrée expliquaient les données tout aussi bien, parfois mieux. Le problème central est celui-ci. Les traits d'absorption du sulfure de diméthyle dans cette gamme de longueur d'onde chevauchent ceux d'autres molécules. Le méthane, en particulier, absorbe dans des régions voisines. Et quand vous ajustez un modèle à des données bruitées, la manière dont vous traitez ces chevauchements, la manière dont vous choisissez vos hypothèses de départ, la manière dont vous décidez du nombre de molécules autorisées dans votre modèle, tout cela peut faire apparaître ou disparaître un signal de 3 sigma. Ce n'est pas une accusation de malhonnêteté. Personne n'accuse l'équipe originelle d'avoir fabriqué quoi que ce soit. C'est une propriété des données elles-mêmes.
Elles sont à la limite de ce que l'instrument peut faire. Et à cette limite, les choix méthodologiques raisonnables mènent à des conclusions différentes. Alors où en sommes-nous? L'affirmation prudente et honnête est celle-ci. Il existe dans les données de Webb sur ce monde un trait faible qui pourrait correspondre à une molécule soufrée. L'équipe qui l'a rapporté honnêtement, avec les mises en garde appropriées, et a explicitement refusé de revendiquer la découverte de la vie. Plusieurs équipes indépendantes, reprenant les mêmes données, ne retrouvent pas ce trait à un niveau significatif. La communauté scientifique, dans son ensemble, ne considère pas aujourd'hui que du sulfure de diméthyle ait été détecté sur cette planète. Ce qui a été solidement établi, en revanche, est réel et remarquable en soi. Cette planète possède une atmosphère. Cette atmosphère contient du méthane. Elle contient du dioxyde de carbone. Elle est riche en hydrogène. Ces détections-là tiennent. Elles sont robustes. Et elles font de ce monde l'un des objets les plus intéressants que nous ayons jamais examinés. Nous allons donc passer cette nuit à explorer ce monde. Nous allons prendre au sérieux l'hypothèse de la vie, parce qu'elle mérite d'être prise au sérieux, et parce que le raisonnement qui la sous-tend est magnifique. Mais nous garderons cette phrase à portée de main tout du long. Le signal est contesté. Il pourrait n'être rien. Et l'histoire de cette molécule est peut-être moins l'histoire d'une découverte que l'histoire de la manière dont la science se corrige elle-même, lentement, publiquement, et sans pitié pour ses propres espoirs. Ce n'est pas une déception. C'est le mécanisme qui fait que la science fonctionne, et il vaut la peine de le regarder de près. Reprenons donc, en sachant ce que nous savons. Quand les scientifiques disent qu'ils ont 99,7% de confiance, ils parlent de statistiques. Précisément, ils veulent dire que le signal qu'ils ont détecté n'a que 0,3% de chance d'être du bruit aléatoire. Dans le langage de la statistique, on appelle cela une certitude de 3 sigma. Imaginez que vous lanciez une pièce. Obtenez 10 phases d'affilée et vous soupçonnerez peut-être que la pièce est truquée. C'est à peu près 3 sigma. Obtenez 20 phases d'affilée et vous en seriez certain. C'est 5 sigma. L'étalon or pour revendiquer une découverte scientifique se situe à 5 sigma. À ce niveau, la probabilité d'erreur due au hasard tombe en dessous d'une chance sur 3,5 millions. Les physiciens des particules ont employé 5 sigma en annonçant le boson de Higgs. Les astronomes l'ont employé en confirmant les ondes gravitationnelles. Pour quelque chose d'aussi profond que la détection d'une vie étrangère, rien de moins ne suffira. Voici comment ce chiffre est calculé. Le télescope collecte des données montrant des traits d'absorption à des longueurs d'onde précises. Les scientifiques comparent ensuite ces données à des modèles. Un modèle suppose la présence de sulfure de diméthyle dans l'atmosphère. Un autre suppose son absence. Si le modèle contenant le composé soufré s'ajuste significativement mieux aux données, on peut calculer la probabilité d'obtenir un ajustement aussi bon par hasard si la molécule n'était pas réellement là. Mais le hasard n'est pas la seule préoccupation. Des erreurs systématiques peuvent tromper les instruments. Peut-être que l'étalonnage du télescope a légèrement dérivé. Peut-être que du bruit thermique a créé de faux signaux. Peut-être que l'étoile elle-même possède des propriétés inhabituelles qui imitent la signature recherchée. Et il y a une subtilité plus profonde encore, celle qui se trouve au cœur du désaccord. La significativité statistique d'un signal dépend du modèle auquel vous le comparez. Si vous comparez un modèle avec sulfure de diméthyle à un modèle sans rien du tout, le premier gagnera facilement. Mais si vous le comparez à un modèle contenant d'autres molécules qui absorbent dans la même région, l'avantage s'évapore souvent. Les réanalyses ont fait précisément cela. Elles ont élargi l'espace des explications possibles, et le signal a rétréci. C'est une leçon qui dépasse largement cette planète. Un chiffre de confiance n'est jamais une propriété du signal seul. C'est une propriété du signal comparée à une liste d'alternatives. Changez la liste, changez le chiffre. La statistique n'est pas un oracle. C'est une conversation entre les données et les questions que vous avez décidé de leur poser. Qu'est-ce qui rend ce monde assez particulier pour engendrer un tel débat? La planète tourne autour d'une étoile appelée naine rouge. Ces étoiles sont plus petites, plus froides et plus faibles que notre Soleil. Celle-ci a une température de surface d'environ 3200 degrés. Notre Soleil brûle à 5500. La naine rouge ne contient qu'une fraction du rayon solaire. Moins de masse, moins de chaleur, moins de lumière. Mais voici l'astuce. La planète
tourne bien plus près pour compenser. La Terre se tient à 150 millions de kilomètres du Soleil. Ce monde orbite à une vingtaine de millions de kilomètres de son étoile. La distance compte plus que vous ne le pensez. L'intensité de la lumière stellaire suit la loi de l'inverse du carré. Doublez votre distance et vous recevez le quart de la lumière. Rapprochez-vous 10 fois et vous recevez 100 fois plus de lumière. Cette planète orbite si près que, malgré la faiblesse de son étoile, elle reçoit à peu près la même quantité d'énergie que la Terre. Les scientifiques appellent cela la zone habitable. C'est la région autour de n'importe quelle étoile où une planète dotée de la bonne atmosphère pourrait maintenir de l'eau liquide à sa surface. Pour notre Soleil, cette zone s'étend d'environ 140 à 220 millions de kilomètres. Pour les naines rouges, la zone habitable se tient bien plus près, parfois à quelques millions de kilomètres seulement. Ceci est confirmé par des décennies de mesures et de modélisation climatique. La température ne dépend pas seulement de la distance. Les atmosphères changent tout. Une planète dotée d'une atmosphère épaisse piège la chaleur par l'effet de serre. Le dioxyde de carbone et le méthane y sont particulièrement doués. La vapeur d'eau aide également. Le bon mélange peut garder un monde chaud, même loin de son étoile. Vénus démontre ce principe poussé au désastre. Bien qu'elle soit plus proche du Soleil que la Terre, Vénus serait plus fraîche sans son atmosphère écrasante de dioxyde de carbone. Au lieu de cela, les températures de surface atteignent 470 degrés. Ce monde possède une atmosphère riche en hydrogène. L'hydrogène est moins efficace que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur, mais il compense par le volume pur. Les modèles suggèrent que l'atmosphère pourrait représenter une fraction notable de la masse totale de la planète. À titre de comparaison, l'atmosphère terrestre représente moins d'1 millionième de la masse de notre planète. Une telle quantité d'hydrogène crée un effet de serre puissant, même avec une efficacité moindre par molécule. Mais voici une complication. La proximité même qui permet l'eau liquide apporte aussi le danger. Les naines rouges sont des étoiles violentes. Elles produisent des éruptions puissantes, des bouffées soudaines de rayonnement et de particules chargées qui bombardent les planètes voisines. Ces éruptions peuvent arracher les atmosphères sur des millions d'années. Elles baignent les planètes de rayonnement ultraviolet et de rayons X qui détruisent les molécules complexes et stérilisent les surfaces. Pourtant, ce monde semble avoir conservé son atmosphère. Les mesures montrent de l'hydrogène, du méthane et du dioxyde de carbone en abondance. Si l'étoile arrachait constamment l'atmosphère, nous verrions des signes de perte atmosphérique. La présence de molécules lourdes suggère que la planète tient son enveloppe depuis longtemps. Peut-être que sa forte gravité l'y aide. Peut-être que l'atmosphère est assez épaisse pour supporter les tempêtes. Ou peut-être assistons-nous à quelque chose de particulier. Une planète dans une brève fenêtre, avant que son atmosphère ne disparaisse. L'étoile elle-même est estimée à quelques milliards d'années. La Terre a 4 milliards et demi d'années. Ce système stellaire est plus jeune que le nôtre. Assez jeune pour que la planète soit peut-être encore géologiquement active. Assez vieux pour qu'une vie éventuelle ait eu le temps d'évoluer. Et puis, il y a le trait le plus étrange de ce monde. Une orbite complète prend 33 jours terrestres. Cela signifie qu'une année là-bas dure un peu plus d'1 mois. Cette rapidité a des conséquences qui se propagent à travers chaque aspect du comportement de la planète. D'abord, les saisons. Sur Terre, les saisons se produisent parce que notre axe est incliné de 23 degrés. Quand l'hémisphère nord penche vers le Soleil, nous avons l'été. 6 mois plus tard, nous penchons dans l'autre sens et nous avons l'hiver. Ce monde n'a probablement qu'une inclinaison minime, ce qui signifie que les saisons ne se produiraient pas comme nous les vivons. À la place, toute variation climatique viendrait de l'orbite elle-même. C'est ici que les choses deviennent intéressantes. L'orbite n'est pas parfaitement circulaire. Les scientifiques mesurent cela par un nombre appelé l'excentricité. L'orbite terrestre a une excentricité de 0,017, presque un cercle parfait. Ce monde présente une excentricité plusieurs fois supérieure. Cela signifie que la distance à l'étoile change significativement au cours de chaque orbite. Au point le plus proche, la planète se tient sensiblement plus près de l'étoile qu'au point le plus éloigné. Cela peut sembler peu, mais la loi de l'inverse du carré amplifie cette différence. La planète reçoit près de moitié plus de lumière stellaire au plus près qu'au plus loin. Imaginez que le climat terrestre oscille aussi violemment.
Toutes les quelques semaines, les températures grimperaient, puis s'effondreraient par cycle. Toute eau de surface affronterait des cycles constants de gel et de dégel. Cela crée un problème de stabilité. La vie, telle que nous la connaissons, exige des températures stables. Les oscillations extrêmes rendent difficile l'établissement d'une chimie complexe. L'eau pourrait geler à une partie de l'orbite, puis bouillir à une autre. Les organismes devraient survivre aux deux extrêmes en un seul mois. Sur Terre, des bactéries extrémophiles peuvent supporter de larges plages de température. Certaines prospèrent dans des sources bouillantes. D'autres survivent dans la glace antarctique. Mais demander à des organismes de supporter les deux extrêmes, selon un calendrier mensuel, est un défi entièrement différent. Il y a un autre problème avec les orbites rapides. Quand une planète tourne aussi près de son étoile, les forces gravitationnelles deviennent intenses. L'étoile tire plus fort sur la face proche de la planète que sur la face éloignée. Sur des millions d'années, cette différence de traction crée des forces de marée qui ralentissent la rotation de la planète. Finalement, la planète devient verrouillée par les marées. Une face regarde toujours l'étoile, dans une lumière du jour permanente. L'autre face regarde ailleurs, dans une nuit éternelle. Les scientifiques soupçonnent que ce monde est verrouillé par les marées, quoique cela demeure non confirmé. Si c'est vrai, la face diurne serait brûlante, la face nocturne serait gelée. Seule une étroite bande crépusculaire entre les deux hémisphères maintiendrait peut-être des températures propices à l'eau liquide. Le vent hurlerait à travers cette frontière, l'air chaud du côté jour se ruant pour remplir le côté nuit glacé. Mais si l'atmosphère épaisse d'hydrogène changeait la donne, les modèles montrent qu'une atmosphère dense peut transporter la chaleur du côté jour vers le côté nuit de manière efficace. Cela pourrait créer des conditions habitables sur de plus larges portions de la surface. Sans voir la planète directement, les scientifiques ne peuvent qu'estimer ses effets. Comment une planète 2,5 fois plus grande que la Terre maintiendrait-elle des conditions susceptibles de soutenir la vie? Le rayon de la planète est environ 2,6 fois celui de la Terre. Cela la rend massive. Son volume dépasse 17 fois le nôtre. Si vous pouviez vous tenir à sa surface, en supposant qu'il y ait une surface, la gravité vous écraserait à environ 2,5 fois la force terrestre. Chaque pas vous donnerait l'impression de porter une seconde copie de vous-même sur le dos. Mais la taille crée un problème. Les planètes de cette dimension ne ressemblent d'ordinaire pas à la Terre. Elles ressemblent à Neptune. Notre système solaire compte 4 planètes rocheuses et 4 géantes gazeuses, sans rien entre les deux. Ce monde se situe exactement dans cet intervalle. Les scientifiques appellent les planètes de ce type des sous-Neptunes. Elles sont plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune. Nous en avons découvert des milliers autour d'autres étoiles. Nous n'en avons aucune dans notre propre système à étudier de près. Voici le mystère. Nous ne savons pas de quoi les sous-Neptunes sont faites. Sont-elles des planètes rocheuses qui ont capturé d'énormes atmosphères? Sont-elles des mondes glacés comme Neptune qui n'ont jamais assez grandi pour devenir de véritables géantes gazeuses? Sont-elles autre chose entièrement, un type de planète qui n'existe pas dans notre système solaire? La réponse détermine si la vie pourrait y survivre. La densité offre des indices. La Terre a une densité de 5,5 grammes par centimètre cube. Cela vient de ce que nous sommes surtout faits de fer et de roches. Neptune a une densité de 1,6. Cela vient de ce que Neptune est surtout composé de glace d'eau, d'ammoniac et de méthane, enveloppé dans de l'hydrogène et de l'hélium gazeux. Ce monde présente une densité intermédiaire entre la Terre et Neptune. La progression est claire. Cette planète contient moins de roches que la Terre et plus de roches que Neptune. Mais qu'est-ce qui comble l'écart? Les modèles de structure interne fournissent des réponses. Les scientifiques entrent la masse et le rayon mesurés. Ils ajoutent des contraintes issues de la science planétaire. Les matériaux rocheux ont certaines densités. La glace d'eau sous pression en a une autre. L'hydrogène comprimé à haute pression en a encore une autre. En testant différentes combinaisons, les scientifiques restreignent les structures internes plausibles. C'est théorique, mais ancré dans une physique et une chimie établies en laboratoire. Une possibilité est celle-ci. La planète possède un noyau rocheux valant peut-être 1 à 3 fois la masse terrestre. Au-dessus se trouve un manteau de glace à haute pression. Non pas la glace de votre congélateur, mais une glace qui se forme sous pression extrême
et demeure solide, même à haute température. Au-dessus pourrait se trouver de l'eau liquide, et par-dessus, une épaisse atmosphère d'hydrogène et d'hélium. Cette structure est purement théorique. Un modèle bâti à partir de mesures de masse et de densité. Personne ne le sait avec certitude. Ce modèle mène au concept de monde icéen. Le mot combine hydrogène et océan. L'idée suggère que des planètes dotées d'atmosphères d'hydrogène et de surfaces d'eau liquide pourraient être habitables malgré une taille bien supérieure à celle de la Terre. L'atmosphère d'hydrogène piégerait la chaleur par effet de serre. L'eau liquide fournirait un milieu pour la vie. Des microbes pourraient flotter dans ces océans, exactement comme le phytoplancton flotte dans les mers terrestres. Le concept émergea en 2021 d'un travail théorique mené par des chercheurs de Cambridge. Ils ont posé une question simple. Des planètes plus grandes que la Terre, mais plus petites que Neptune, peuvent-elles héberger des océans d'eau liquide, malgré des atmosphères d'hydrogène? La sagesse conventionnelle disait non. On pensait que les atmosphères d'hydrogène créaient des effets de serre emballés, rendant les surfaces trop chaudes. Mais une modélisation détaillée révéla une autre possibilité. La clé est la formation des nuages. Haut dans l'atmosphère, la vapeur d'eau peut se condenser en nuages. Ces nuages réfléchissent la lumière stellaire vers l'espace avant qu'elle ne chauffe la surface. Si assez de nuages se forment, ils pourraient garder la planète fraîche malgré un fort effet de serre plus bas dans l'atmosphère. Le point d'équilibre existe quand la couverture nuageuse atteint environ 50 à 70% de la planète. Trop peu de nuages et la surface surchauffe. Trop de nuages et la lumière stellaire ne peut plus pénétrer. Les mondes icéens auraient des pressions de surface valant des centaines de fois la pression atmosphérique terrestre. Cela semble écrasant, mais les océans terrestres subissent déjà de telles pressions à quelques kilomètres de profondeur. La vie prospère dans l'océan profond, malgré des pressions dépassant 1000 fois celles de la surface. Si la vie supporte ces pressions dans nos océans, peut-être pourrait-elle les supporter à une surface icéenne. La température est la contrainte la plus délicate. L'eau demeure liquide entre 0 et 100 degrés à la pression de surface terrestre. Mais à pression plus élevée, l'eau reste liquide à des températures plus hautes. À 100 atmosphères de pression, l'eau bout à 311 degrés au lieu de 100. À 200 atmosphères, le point d'ébullition monte à 365. Ceci est confirmé par les diagrammes de phase pression-température de l'eau établis en laboratoire. La limite supérieure arrive au point critique de l'eau. Au-dessus de 374 degrés et de 221 atmosphères, l'eau entre dans un état supercritique où les phases liquides et gazeuses fusionnent. L'eau supercritique possède des propriétés étranges. Elle s'écoule comme un gaz, mais dissout les substances comme un liquide. Elle pourrait potentiellement soutenir la vie, mais la vie telle que nous la connaissons dépend des propriétés distinctes de l'eau liquide. Devenir supercritique rendrait peut-être l'habitabilité impossible. Et voici où les critiques élèvent la voix. À la surface attendue sur une planète aussi grande, l'eau pourrait ne pas rester liquide du tout. Certains scientifiques soutiennent que ce monde est trop chaud. Les modèles climatiques suggèrent qu'avec son épaisse atmosphère d'hydrogène et la quantité de lumière stellaire qu'il reçoit, les températures de surface pourraient dépasser 500 degrés. À cette température, toute eau existerait sous forme de fluide supercritique ou de vapeur. La surface pourrait être de la roche fondue, un océan de magma enveloppé d'une couverture d'hydrogène. Si tel est le cas, la signature soufrée exigerait une explication entièrement différente. Mais d'autres modèles racontent une autre histoire. Ils suggèrent que si des nuages se forment dans la haute atmosphère, ces nuages pourraient réfléchir assez de lumière stellaire pour garder la surface fraîche. Une réflectivité très élevée pourrait maintenir l'eau liquide. Que de tels nuages puissent se former demeure incertain. La chimie des atmosphères riches en hydrogène rend la formation des nuages différente de ce qu'elle est sur Terre. Pour comprendre pourquoi cette molécule agite tant les esprits, il faut comprendre ce qu'elle fait chez nous. Les océans terrestres contiennent des quantités de phytoplancton qui défient l'imagination. Ces organismes microscopiques dérivent dans les eaux de surface éclairées par le soleil, employant la photosynthèse pour transformer le dioxyde de carbone et la lumière en énergie. Ils produisent à peu près la moitié de l'oxygène que nous respirons. Ils forment la base de la chaîne alimentaire océanique et ils fabriquent du sulfure de diméthyle. Quand vous visitez la plage,
Cette odeur caractéristique dans l'air vient largement de ces êtres minuscules. Le phytoplancton crée un composé appelé diméthylsulfoniopropionate pour réguler l'équilibre du sel dans ses cellules. Il agit comme un osmolyte, aidant les cellules à gérer la salinité de l'eau de mer. Quand le phytoplancton meurt, ou quand des bactéries l'attaquent, des enzymes décomposent ce composé. L'un des produits de décomposition est le sulfure de diméthyle. Le gaz s'échappe dans l'atmosphère à un rythme d'environ 100 millions de tonnes par an à l'échelle mondiale. Ceci est une science confirmée, mesurée directement par échantillonnage atmosphérique et observation satellitaire. La molécule ne dure pas longtemps. Les radicaux hydroxyles de l'atmosphère l'attaquent en quelques jours. La lumière du soleil la brise. Elle s'oxyde en dioxyde de soufre, puis en acide sulfurique, qui forment de minuscules particules. Ces particules ensemencent les nuages. Plus de nuages signifie plus de lumière solaire réfléchie vers l'espace, et donc un refroidissement de la planète. Certains scientifiques proposent que cela crée une boucle de rétroaction. Des océans plus chauds produisent plus de phytoplancton. Plus de phytoplancton fabrique plus de sulfure de diméthyle. Plus de sulfure de diméthyle crée plus de nuages. Plus de nuages refroidissent la planète. Cette hypothèse demeure non prouvée, mais largement discutée. Considérez maintenant ce que signifierait détecter du sulfure de diméthyle sur un autre monde. Le signal exigerait une production continue. Quelque chose devrait produire la molécule plus vite que la chimie ne la détruit. Sur Terre, les efforts combinés de milliers de milliards de cellules de phytoplancton maintiennent à peine des concentrations atmosphériques d'une partie par milliard. Pour atteindre 10 parties par million, la concentration prétendument observée sur ce monde, il faudrait un taux de production 10 000 fois plus élevé. Qu'est-ce qui pourrait accomplir cela? Une option est simplement davantage de phytoplancton. Si les océans de là-bas contenaient bien plus de vie microbienne par unité de volume que les océans terrestres, le calcul fonctionne. Mais pourquoi serait-ce le cas? Peut-être que la combinaison d'une atmosphère d'hydrogène et d'eau liquide crée des conditions idéales pour des proliférations microbiennes. Peut-être que les nutriments sont plus abondants. Peut-être que l'absence de prédateurs permet aux populations d'exploser sans contrôle. Une autre option implique une chimie différente. Peut-être que les organismes de là-bas produisent le sulfure de diméthyle directement, plutôt que comme sous-produit. Sur Terre, le phytoplancton fabrique le diméthylsulfoniopropionate pour une raison, et le sulfure de diméthyle apparaît comme effet secondaire. Sur un autre monde, la vie pourrait employer cette molécule comme signal, comme produit métabolique, ou même comme déchet de la production d'énergie. Des pressions évolutives différentes mèneraient à des usages différents pour la même molécule. Il y a aussi la question de la contribution bactérienne. Sur Terre, les bactéries jouent un rôle énorme dans la conversion. Certaines espèces se spécialisent dans cette transformation. Un océan plein de ces bactéries, se régalant de matière organique, pourrait produire des quantités énormes. Le disulfure de diméthyle, détecté aux côtés du sulfure sur ce monde, appuierait cette idée. Sur Terre, le disulfure vient surtout du métabolisme bactérien, non du phytoplancton directement. L'odeur que ces molécules produisent est forte et déplaisante. À haute concentration, le sulfure de diméthyle empeste les légumes pourris ou les algues en décomposition. Certains le décrivent comme aillé ou sulfureux. Si vous pouviez d'une manière ou d'une autre visiter ce monde et respirer son atmosphère, en supposant que l'hydrogène ne vous tue pas d'abord, la puanteur serait accablante. Imaginez-vous, sous le vent d'une prolifération d'algues massives, couvrant des millions de kilomètres carrés, toutes libérant ce gaz à la fois. Voilà à quoi l'air de cette planète pourrait sentir. Mais l'odeur est l'aspect le moins intéressant. La vraie question est ce que cette molécule nous dirait sur la possibilité de la vie. Comment les concentrations pourraient-elles être 10 000 fois supérieures à celles de la Terre? Une possibilité tient à l'atmosphère d'hydrogène elle-même. Sur Terre, l'oxygène domine notre atmosphère à 21%. L'oxygène est hautement réactif. Il détruit le sulfure de diméthyle efficacement. Ce monde possède une atmosphère d'hydrogène avec un oxygène minimal. L'hydrogène est moins réactif envers cette molécule. Les voies de destruction qui fonctionnent sur Terre pourraient ne pas fonctionner là-bas. La molécule pourrait durer des semaines ou des mois au lieu de jours. Une durée de vie plus longue
signifie moins de production nécessaire pour maintenir des concentrations élevées. Si le sulfure de diméthyle survit 10 fois plus longtemps, il vous faut seulement un dixième du taux de production pour atteindre la même concentration. S'il survit 100 fois plus longtemps, il vous en faut un centième. Les scientifiques modélisant ce monde ont calculé que dans une atmosphère d'hydrogène avec beaucoup de dioxyde de carbone et peu d'oxygène, le sulfure de diméthyle pourrait persister bien plus longtemps que sur Terre. Ceci est théorique, mais fondé sur des principes établis de chimie atmosphérique. Mais même en tenant compte d'une durée de vie plus longue, les nombres demeurent stupéfiants. 10 parties par million exigent une production énorme. Une équipe de recherche a estimé qu'il faudrait un flux biogénique, le rythme auquel les organismes produisent le gaz, des milliers de fois supérieur à ce que fournissent les océans terrestres. Cela suggère soit beaucoup plus de vie par unité de volume, soit des voies de production bien plus efficaces, soit les deux. Il y a un autre facteur. La température affecte les vitesses de réaction chimique. Une eau plus chaude signifie un métabolisme plus rapide. Si les océans de là-bas sont plus chauds que les nôtres, les organismes pourraient croître plus vite, se reproduire plus vite et produire des déchets plus vite. La température moyenne des océans terrestres est d'environ 4 degrés. Les modèles suggèrent que la surface de ce monde pourrait s'étendre de 10 à plus de 50 degrés selon la couverture nuageuse et la force de l'effet de serre. À 30 degrés, les processus biologiques tournent plusieurs fois plus vite qu'à 4. Combinez tous ces facteurs. Une atmosphère d'hydrogène qui ralentit la destruction, un dioxyde de carbone abondant qui modifie les voies métaboliques, des océans chauds qui accélèrent la biologie, une densité de biomasse potentiellement supérieure. Les effets ne s'additionnent pas, ils se multiplient. 2 fois 5 fois 3 fois 4 font 120. Ajoutez quelques facteurs de plus et vous atteignez 10 000. Le raisonnement est élégant. Il est aussi, remarquez-le, entièrement conditionnel. Chaque étape dépend de la précédente. Et la première étape, la présence même de la molécule, est celle qui vacille. Comment une molécule à durée de vie si brève survivrait-elle assez longtemps pour être détectée? Chaque molécule a une durée de vie, le temps moyen qu'elle existe avant de se briser. Pour le sulfure de diméthyle dans l'atmosphère terrestre, cette durée est brutalement courte. Une étude l'a mesurée à 24 heures. Une autre a trouvé 48. La variation dépend des conditions locales, comme l'intensité du soleil, la température et l'abondance des composés oxydants. Mais la conclusion demeure la même. Cette molécule ne dure pas. 3 processus principaux la détruisent sur Terre. D'abord, les radicaux hydroxyles l'attaquent. Ces radicaux sont des fragments moléculaires, porteurs d'électrons non appariés, ce qui les rend incroyablement réactifs. Ils se forment quand la lumière ultraviolette brise les molécules d'eau dans la haute atmosphère. Une fois formés, ils attaquent presque toute molécule organique qu'ils rencontrent. Ils arrachent des atomes d'hydrogène, brisant les liaisons chimiques. Ensuite, l'oxygène réagit directement. La réaction est plus lente qu'avec les radicaux hydroxyles, mais reste significative. L'oxygène se combine avec l'atome de soufre, créant du dioxyde de soufre comme première étape. Cette voie mène finalement à la formation d'acide sulfurique. C'est pourquoi brûler des combustibles fossiles soufrés engendre des pluies acides. La même chimie se produit naturellement dans l'atmosphère. Enfin, la lumière du soleil peut briser la molécule directement. La photodissociation se produit quand un photon porte assez d'énergie pour rompre les liaisons chimiques. Pour cette molécule, les longueurs d'onde ultraviolettes entre 200 et 300 nanomètres font les dégâts. Elle porte assez de force pour rompre les liaisons carbone-soufre qui tiennent la molécule ensemble. Considérez maintenant une atmosphère d'hydrogène. Les radicaux hydroxyles se forment encore, mais moins efficacement. Les atmosphères d'hydrogène contiennent moins de vapeur d'eau à briser. Moins de vapeur d'eau signifie moins de radicaux. Moins de radicaux signifie une destruction plus lente. Les modèles suggèrent que la concentration de radicaux hydroxyles dans l'atmosphère de ce monde pourrait valoir un dixième ou un centième des niveaux terrestres. L'oxygène présente des différences plus dramatiques encore. Ce monde possède un oxygène minimal. Les mesures ne montrent aucun trait d'oxygène détectable. Cela signifie que la voie d'oxydation directe qui détruit la molécule sur Terre ne fonctionne pas là-bas. Éliminer une voie majeure de destruction rallonge automatiquement la durée de vie. La photodissociation se produit encore. L'étoile émet de la lumière ultraviolette,
quoique les naines rouges en émettent moins que notre Soleil. L'atmosphère d'hydrogène elle-même pourrait absorber une partie de cet ultraviolet avant qu'il n'atteigne les altitudes plus basses. Le méthane et le dioxyde de carbone absorbent aussi certaines longueurs d'onde, fournissant un blindage supplémentaire. Mettez tout cela ensemble, et la molécule pourrait survivre 10 fois plus longtemps, possiblement 100 fois plus longtemps que sur Terre. Au lieu d'1 ou 2 jours, elle pourrait durer des semaines ou des mois. Les premiers modèles suggèrent des durées de vie entre 10 et 100 jours, mais l'incertitude demeure grande. Cela transforme les exigences de production, mais cela ne les élimine pas. Même avec une durée de vie 100 fois plus longue, il faudrait encore une production significative pour maintenir 10 parties par million. Le calcul est incontournable. La durée de vie prolongée aide à expliquer comment la concentration resterait si haute. Elle ne supprime pas le besoin d'une source puissante. Et cela nous mène à la question que les critiques posent avec le plus d'insistance. Et si cette source n'était pas vivante? Tout le monde ne croit pas que ce signal signifie la vie. Un nombre croissant de scientifiques pointe vers une explication alternative. Et si ce monde n'avait aucun océan? Et si la surface était de la roche fondue enveloppée d'une atmosphère d'hydrogène? Un océan de magma pourrait produire certaines des mêmes signatures chimiques qu'un océan vivant. Voici comment cela fonctionnerait. La planète reçoit une lumière stellaire substantielle, malgré son étoile faible. Une épaisse atmosphère d'hydrogène crée un effet de serre puissant. Même si l'hydrogène est moins efficace que le dioxyde de carbone pour piéger la chaleur, une quantité suffisante engendre un réchauffement sérieux. Les modèles suggèrent que les températures de surface pourraient dépasser 800 degrés dans ces conditions. Ceci est théorique, fondé sur des calculs de bilan énergétique. À ces températures, la roche fond. Le granit fond vers 1200 degrés, le basalte vers 1100. Mais les roches sont des mélanges complexes. Certains minéraux fondent à des températures plus basses. Une surface planétaire à 800 degrés ne serait pas entièrement fondue, mais elle pourrait présenter des coulées de lave étendues, des lacs de lave, et des régions fondues couvrant de larges fractions de la surface. Imaginez Io, la lune volcanique de Jupiter, mais à 2,5 fois la taille de la Terre. Le magma interagit avec les atmosphères de manière complexe. Les gaz volcaniques bouillonnent à travers la roche fondue. Ces gaz incluent la vapeur d'eau, le dioxyde de carbone, le dioxyde de soufre et le sulfure d'hydrogène. Quand le sulfure d'hydrogène entre dans une atmosphère riche en hydrogène, la chimie opère. À haute température, il peut réagir avec des molécules carbonées pour former des composés organiques soufrés. Des expériences de laboratoire l'ont démontré. Les rendements sont faibles, mais un dégazage volcanique continu pourrait maintenir une production régulière. Une équipe de recherche a fait les calculs. Elle a modélisé une planète avec une surface de magma, une atmosphère d'hydrogène et des taux de dégazage volcanique semblables aux périodes les plus actives de la Terre. Leur modèle a produit du sulfure de diméthyle par chimie non biologique. Mais les concentrations restaient inférieures d'un facteur 10 à 100 par rapport aux mesures. Ils pouvaient fabriquer la molécule sans vie, mais pas en assez grande quantité. L'écart suggère que la biologie pourrait encore être nécessaire. Mais il n'exclut pas des processus volcaniques renforcés que nous ne comprenons pas pleinement. Et il y a un autre indice, l'ammoniac. Sur Terre, les atmosphères riches en azote produisent de l'ammoniac quand la foudre ou d'autres sources d'énergie combinent l'azote avec l'hydrogène. L'ammoniac est également produit par la vie. Beaucoup de bactéries l'engendrent comme déchets. Les modèles prédisent qu'un monde océanique habitable devrait présenter de l'ammoniac détectable. Or, les mesures n'en montrent qu'un. L'absence d'ammoniac est confirmée par l'analyse spectroscopique. Les modèles d'océans de magma expliquent cette absence naturellement. L'azote se dissout dans la roche fondue sous haute pression. Le terme technique est le partage de l'azote vers la phase fondue. Si la surface est fondue, l'azote atmosphérique est absorbé dans le magma. Cela appauvrit l'atmosphère en ammoniac. Vous obtenez une planète dont l'azote est enfermé dans la surface plutôt que flottant dans l'air. Cela correspond parfaitement aux mesures. Les modèles de monde océanique peinent avec cette absence. Si l'eau liquide existe à la surface, l'azote devrait rester dans l'atmosphère. L'ammoniac devrait se former par réaction chimique et par processus biologique. Son absence devient une énigme. Certains scientifiques soutiennent que certaines voies métaboliques pourraient consommer l'ammoniac aussi vite qu'il se forme. Mais cela exige des conditions particulières.
L'explication de l'océan de magma est plus simple. Elle n'exige aucune biologie spéciale, juste de la chimie de base. Mais les modèles d'océan de magma affrontent leurs propres difficultés. Ils peinent à expliquer le méthane détecté dans l'atmosphère. Le méthane ne devrait pas être stable à haute température. Il se décompose en carbone et en hydrogène au-dessus de 700 degrés environ. Maintenir 1% de méthane dans l'atmosphère exige soit une production continue, soit des températures plus fraîches que ce que ces modèles prédisent. Les deux options créent des problèmes pour l'hypothèse du magma. Le débat continue. Certains scientifiques préfèrent l'explication du magma parce qu'elle rend compte de l'ammoniac manquant. D'autres préfèrent l'explication du monde océanique parce qu'elle rend compte du méthane abondant. Les deux camps s'accordent sur un point. Il faut plus de mesures. Et si la planète possédait bien de l'eau, mais que l'atmosphère fût plus étrangère que quiconque ne l'attendait? L'hydrogène domine l'atmosphère de ce monde. Les mesures le confirment. La manière dont la lumière stellaire est filtrée pointe vers des quantités massives d'hydrogène et d'hélium. Cela crée un problème fondamental pour la vie telle que nous la connaissons. L'atmosphère terrestre est faite de 78% d'azote, de 21% d'oxygène et de traces d'autres gaz. Aucun hydrogène au niveau du sol. L'hydrogène est trop léger. Il échappe à la gravité terrestre et dérive dans l'espace. Mais ce monde est plus massif. Sa gravité plus forte retient l'hydrogène. La vie sur Terre a évolué dans un environnement azote-oxygène. Nos protéines, nos enzymes, notre machinerie cellulaire supposent toutes une certaine chimie atmosphérique. L'oxygène sert d'accepteur final d'électrons dans la respiration, le processus qui alimente la plupart de la vie complexe. Sans oxygène, vous êtes limité au métabolisme anaérobie. Cela fonctionne bien pour les bactéries et certains organismes simples. Mais la vie complexe, celle qui bâtit des civilisations, a besoin d'oxygène ou de quelque chose d'équivalent. Une atmosphère d'hydrogène change tout. L'hydrogène n'est pas simplement inerte comme l'azote. Il participe activement à la chimie. Il réduit d'autres molécules, l'opposé de l'oxydation. Cela affecte quelles réactions chimiques sont possibles. Certaines réactions qui se déroulent facilement dans des atmosphères riches en oxygène deviennent difficiles ou impossibles dans des atmosphères riches en hydrogène. D'autres réactions qui n'arrivent jamais sur Terre deviennent favorables. Mais voici la partie surprenante. La vie pourrait non seulement tolérer les atmosphères d'hydrogène, mais y prospérer. Des expériences de laboratoire récentes ont testé si des microbes terrestres pouvaient survivre dans de l'hydrogène pur. Les résultats ont surpris les chercheurs. Des bactéries et des levures qui ne rencontrent jamais d'hydrogène, normalement ont poussé sans difficulté quand elles furent exposées à des atmosphères d'hydrogène à 100%. Ceci est une donnée expérimentale confirmée, publiée dans des revues à comité de lecture. Les organismes n'ont pas poussé plus vite, mais ils ne sont pas morts non plus. Ils se sont adaptés. L'hydrogène offre des occasions métaboliques. Certaines bactéries terrestres l'emploient comme source d'énergie. Elles combinent l'hydrogène avec le dioxyde de carbone pour fabriquer du méthane, gagnant de l'énergie au passage. Ces méthanogènes vivent dans les sources hydrothermales profondes, dans les marais, dans les intestins des animaux. Elles prouvent que le métabolisme fondé sur l'hydrogène fonctionne. Sur une planète à l'hydrogène atmosphérique abondant, ces voies métaboliques pourraient dominer. La question devient de savoir si des organismes complexes peuvent évoluer dans de tels environnements. Sur Terre, le passage de la vie unicellulaire à la vie multicellulaire coïncida avec la montée des niveaux d'oxygène. Le grand événement d'oxydation, il y a environ 2,4 milliards d'années, emplit notre atmosphère d'oxygène produit par des bactéries photosynthétiques. En quelques centaines de millions d'années, la vie complexe émergea. La corrélation ne prouve pas la causalité, mais le calendrier est suggestif. Certains scientifiques soutiennent que la haute densité énergétique de l'oxygène le rend idéal pour alimenter la vie complexe. D'autres soutiennent que tout métabolisme suffisamment énergétique pourrait convenir. Le métabolisme de l'hydrogène fournit moins d'énergie par réaction que celui de l'oxygène, mais il en fournit tout de même. Peut-être que la vie complexe évolue plus lentement dans les atmosphères d'hydrogène. Peut-être qu'elle prend des formes différentes. Peut-être qu'elle ne dépasse jamais les colonies microbiennes. Nous ne savons pas, parce que nous n'avons qu'un seul exemple de vie à étudier. Cette phrase mérite qu'on s'y arrête. Nous n'avons qu'un seul exemple de vie à étudier. Tout ce que nous croyons savoir sur ce que la vie exige,
sur les molécules qu'elle fabrique, sur les signatures qu'elle laisse, provient d'un unique échantillon. Un échantillon de taille 1 ne permet aucune statistique. Il permet seulement des suppositions instruites. C'est le problème le plus profond de toute la recherche de biosignature. Nous cherchons la vie en cherchant ce que fait la vie terrestre. Si la vie ailleurs fait autre chose, nous pourrions la regarder sans la voir. Et si la chimie non vivante fait parfois ce que fait la vie terrestre, nous pourrions voir la vie là où il n'y en a pas. Les scientifiques ne supposent pas que la biologie soit la seule explication. Ils testent les alternatives. Au cours de la dernière décennie, plusieurs équipes ont cherché à savoir si le sulfure de diméthyle pouvait se former sans vie. Les résultats compliquent l'image. Des chercheurs ont rempli une chambre de mélange gazeux semblable à ce qui pourrait exister sur des planètes ICN. Hydrogène, méthane, dioxyde de carbone et sulfure d'hydrogène en proportions variées. Ils ont scellé la chambre et l'ont exposée à des lampes ultraviolettes, imitant la lumière stellaire. Sur des jours ou des semaines, ils ont échantillonné le gaz et analysé sa composition. Les résultats montrèrent la formation de plusieurs composés organiques soufrés, dont des traces de sulfure de diméthyle. Le mécanisme implique des radicaux libres. La lumière ultraviolette brise le méthane, créant des radicaux méthyl. Ces radicaux peuvent ensuite réagir avec le sulfure d'hydrogène, qui se brise également sous l'ultraviolet. Par une série de réactions, les radicaux méthyl se combinent avec le soufre pour former du sulfure de diméthyle. La chimie est complexe, impliquant de multiples étapes intermédiaires, mais elle fonctionne. Vous pouvez fabriquer cette molécule sans biologie. Cependant, les rendements étaient minuscules. Les expériences produisaient la molécule à des concentrations mesurées en parties par milliard. Atteindre les niveaux de parties par million exigerait des rendements des milliers de fois supérieurs. Les chercheurs reconnaissaient cette limite. Et puis vint une découverte que peu de gens ont remarquée, et qui change davantage l'histoire que tout le reste. Des instruments ayant échantillonné le gaz et la poussière s'écoulant d'une comète ont détecté du sulfure de diméthyle. Une comète. Un corps de glace et de poussière sans le moindre océan, sans la moindre cellule, sans le moindre métabolisme. Du sulfure de diméthyle, fabriqué par une chimie non vivante dans le froid du système solaire externe, avant même que les planètes ne se forment. Cette détection frappe au cœur de l'argument. Si les comètes contiennent cette molécule, alors la trouver sur une planète pourrait ne rien indiquer du tout. La prémisse centrale, celle selon laquelle seule la vie fabrique cette molécule, devient plus fragile. Il faut être juste sur les quantités. Le sulfure de diméthyle détecté sur la comète existait en très faible abondance. Livrer assez de molécules pour expliquer une atmosphère à 10 parties par million exigerait un nombre énorme d'impacts. Les scientifiques ont calculé le taux d'impact nécessaire. Les nombres étaient absurdes. Il faudrait des impacts déversant des milliers de tonnes de matériaux cométaires dans l'atmosphère chaque jour. Et de tels impacts laisseraient d'autres traces. Les comètes contiennent de l'eau, du monoxyde de carbone, de l'ammoniac, du méthanol et des dizaines d'autres molécules. Si des impacts livraient du sulfure de diméthyle, ils devraient livrer tout le reste aussi. Or, les mesures atmosphériques ne montrent pas d'abondance inhabituelle de ces autres composés. Le monoxyde de carbone semble absent ou très faible. L'ammoniac manque. La signature chimique ne correspond pas à une livraison cométaire continue. Il y a un autre problème, la vitesse d'impact. Quand une comète frappe une planète, les vitesses atteignent des dizaines de kilomètres par seconde. Ces impacts à hypervitesse libèrent une énergie énorme. Les températures au site d'impact atteignent des milliers de degrés. La plupart des molécules sont détruites. Les molécules organiques complexes se briseraient en fragments plus simples. Le sulfure de diméthyle n'est pas particulièrement robuste. Il devrait être détruit, non livré intact. La connexion cométaire ne fournit donc pas une explication alternative complète pour cette planète particulière. Mais elle fait quelque chose de plus important. Elle détruit la prémisse. Elle nous rappelle que la phrase « seule la vie fabrique cette molécule » était toujours une affirmation sur notre ignorance, non sur l'univers. Nous n'avions trouvé aucune voie non biologique. Cela ne signifiait pas qu'il n'en existait pas. Cela signifiait que nous n'avions pas encore regardé au bon endroit. Et quand nous avons regardé une comète, nous en avons trouvé une. Qu'en est-il des sources volcaniques qui imiteraient la chimie du vivant? Les volcans terrestres crachent du soufre sous bien des formes. Le dioxyde de soufre domine les émissions volcaniques, libéré quand le magma monte et que la pression chute. Le sulfure d'hydrogène suit.
cette odeur d'œuf pourri associée aux régions volcaniques. La chimie du soufre est complexe, avec de multiples états d'oxydation lui permettant de se lier à presque tout. Des processus volcaniques pourraient-ils créer du sulfure de diméthyle sur ce monde? Une voie implique le méthane, réagissant avec des gaz volcaniques soufrés. Le méthane est abondant dans l'atmosphère, confirmé à environ 1%. Si des cheminées volcaniques libèrent du sulfure d'hydrogène et que ce sulfure rencontre du méthane dans les bonnes conditions, des réactions pourraient produire des composés organiques soufrés. Des expériences de laboratoire ont exploré cette possibilité. Des chercheurs ont mélangé du méthane et du sulfure d'hydrogène et les ont chauffés à diverses températures. Entre 500 et 700 degrés, divers composés organiques soufrés se formèrent. Du disulfure de carbone apparut, du sulfure de carbonyle apparut, du méthanéthiol apparut. Du sulfure de diméthyle apparut, mais seulement à l'état de trace. La distribution des produits était désordonnée, produisant de nombreuses molécules simultanément. C'est typique de la chimie non biologique. La vie produit des molécules précises, efficacement. Les processus non vivants produisent tout à la fois, inefficacement. Cette distinction est réellement importante, et elle constitue l'un des meilleurs arguments en faveur de l'interprétation biologique. Une atmosphère contenant beaucoup d'une seule molécule organique complexe, et peu de ses cousins chimiques, ressemble à un produit du métabolisme. Une atmosphère contenant un peu de tout ressemble à un produit de la chimie brute. Mais la voie volcanique affronte des problèmes quantitatifs. Pour maintenir 10 parties par million, il faudrait une production continue égalant les taux de destruction. Les scientifiques ont calculé les taux de dégazage volcanique nécessaires. Ils ont estimé que les émissions de sulfure d'hydrogène devraient dépasser la production volcanique totale de la Terre par des facteurs de centaines ou de milliers. Ce monde devrait être l'un des corps les plus volcaniquement actifs de l'univers connu. Sans être impossible, cela semble improbable. Il y a aussi le problème du méthane. Le méthane lui-même exige une explication. Sur Terre, la majeure partie du méthane atmosphérique vient de la biologie, produit par des bactéries méthanogènes ou libéré lors de la décomposition de matière organique. Une partie vient de sources géologiques, comme la serpentinisation, où l'eau réagit avec certaines roches pour produire de l'hydrogène et du méthane. Mais ces sources géologiques produisent des quantités relativement faibles. Si les volcans produisent le méthane, ils doivent aussi produire le sulfure de diméthyle par les mêmes processus. Cela crée un scénario non biologique cohérent. Mais il exige un volcanisme extraordinairement actif et des conditions chimiques précises. Les modèles peinent à satisfaire les deux exigences simultanément. Soit le volcanisme est trop faible pour produire assez de gaz, soit les températures sont trop élevées pour permettre aux molécules organiques de survivre. La vérité est que les scientifiques n'ont pas encore trouvé de voie volcanique qui explique pleinement les mesures sans conditions extraordinaires. Les sources volcaniques pourraient contribuer. Elles pourraient expliquer une partie du signal. Mais expliquer la concentration entière exige soit un volcanisme extrême, soit une chimie hautement spécifique, soit les deux. Et si l'étoile elle-même rendait cette planète inhabitable? Les naines rouges sont violentes. Elles entrent en éruption avec des flambées massives, libérant une énergie équivalente à des milliards de bombes nucléaires. Ces éruptions stellaires bombardent les planètes voisines de rayons X, de rayonnements ultraviolets et de flots de particules chargées. Les éruptions se produisent fréquemment, parfois plusieurs fois par jour durant les périodes actives. Pourquoi les naines rouges éruptent-elles autant? La réponse tient à la manière dont elles engendrent leurs champs magnétiques. Les étoiles créent des champs magnétiques par des processus de dynamo, où un plasma électriquement conducteur en mouvement engendre des courants électriques qui produisent des champs magnétiques. Sur notre Soleil, la dynamo opère dans une coquille près de la surface. Sur les naines rouges, elle opère à travers l'étoile entière, parce qu'elles sont entièrement convectives. Le plasma chaud du cœur monte vers la surface. Le plasma froid de la surface descend vers le cœur. Cela crée des champs magnétiques puissants et emmêlés. Ces champs stockent une énergie énorme. Parfois, les lignes de champ se tordent et se contraignent. Quand elles libèrent cette énergie soudainement, vous obtenez une éruption. Une matière chauffée à des millions de degrés jaillit de la surface stellaire. Un rayonnement traversant tout le spectre électromagnétique déferle vers l'extérieur. Pour une planète orbitant tout près, c'est catastrophique. Le rayonnement frappe en quelques minutes. Aucun avertissement.
aucun temps pour s'abriter. Que fait ce rayonnement aux atmosphères? La lumière ultraviolette et les rayons X percutent la haute atmosphère, ionisant molécules et atomes. L'ionisation arrache des électrons, créant des particules chargées. Ces particules sont réactives. Elles déchirent les molécules. Les molécules organiques complexes sont détruites. Sur Terre, notre champ magnétique et notre atmosphère épaisse nous protègent des éruptions solaires. Mars manque d'un champ magnétique fort et possède une atmosphère mince, en partie parce que le vent solaire l'a arraché sur des milliards d'années. Ce monde orbite bien plus près de son étoile que Mars du Soleil. Les éruptions frappent plus fort. Le rayonnement est plus intense. Si la planète manque d'un champ magnétique, l'atmosphère est exposée directement. Les scientifiques estiment que sur des milliards d'années, une naine rouge pourrait arracher plusieurs masses terrestres d'atmosphère à une planète voisine. Que ce monde conserve son atmosphère suggère soit qu'il possède un champ magnétique, soit que sa gravité est assez forte pour retenir l'atmosphère, malgré les pertes, soit que l'étoile est moins active que les naines rouges typiques. Les champs magnétiques dépendent des intérieurs planétaires. La Terre possède un champ magnétique parce que son noyau de fer liquide convecte, créant une dynamo semblable au dynamo stellaire. Les planètes rocheuses au noyau solidifié perdent leur champ magnétique. Ce monde est assez massif pour conserver peut-être la chaleur interne de sa formation. S'il possède un noyau métallique liquide, il pourrait engendrer un champ magnétique. Mais aucune mesure ne le confirme directement. Nous ne pouvons pas encore mesurer les champs magnétiques de planètes aussi lointaines. Même si un champ magnétique existe, les éruptions posent des problèmes. Le rayonnement pourrait ne pas arracher l'atmosphère entièrement, mais il pénètre assez profond pour affecter les conditions de surface. Sur Terre, la couche d'ozone absorbe le rayonnement ultraviolet nocif. L'oxygène atmosphérique crée cet ozone. Ce monde possède un oxygène minimal. Sans ozone, l'ultraviolet atteint la surface sans entrave. Les organismes de là-bas auraient besoin de mécanismes de protection, des parois cellulaires épaisses, des protéines résistantes au rayonnement, ou simplement vivre sous l'eau, où l'eau absorbe le rayonnement. La fréquence des éruptions compte. Si elles se produisent quotidiennement, la vie doit affronter un bombardement constant. Si elles se produisent annuellement, il y a de longues périodes de récupération. Cette naine rouge particulière est relativement vieille. Les vieilles naines rouges tendent à être plus calmes que les jeunes. L'activité stellaire décline avec le temps, à mesure que les étoiles ralentissent leur rotation et que leur champ magnétique faiblisse. Peut-être que cette étoile s'est assez assagie pour que ces éruptions ne menacent plus gravement l'atmosphère. Mais même les naines rouges calmes éruptent parfois. Une éruption massive pourrait temporairement détruire les gaz de biosignature dans l'atmosphère. Si le sulfure de diméthyle est anéanti pendant une éruption, les mesures ultérieures montreraient des concentrations plus basses. Des mesures multiples étalées sur des mois révéleraient si les concentrations varient avec l'activité stellaire. Et il y a le vent stellaire, plus doux mais persistant. Toutes les étoiles émettent un vent stellaire, des flots de particules chargées s'écoulant vers l'extérieur. Notre Soleil produit un vent solaire qui voyage à environ 1,5 million de kilomètres par heure. Ce vent emporte de la masse. Il porte aussi des lignes de champs magnétiques qui interagissent avec les champs planétaires. La magnétosphère terrestre dévie la majeure partie du vent solaire autour de nous. Les particules qui pénètrent créent les aurores au pôle. C'est une physique spatiale bien comprise, confirmée par des décennies de mesures par sonde. Les naines rouges émettent des vents plus faibles que le Soleil, en perte de masse totale, mais leur planète orbite si près que la densité du vent devient importante. Imaginez que vous vous teniez dans une brise légère, puis que vous vous teniez dans cette même brise pressée contre le ventilateur qui la produit. Le vent stellaire érode les atmosphères par plusieurs mécanismes. D'abord, le transfert de quantité de mouvement. Des particules rapides entrent en collision avec les atomes et molécules atmosphériques. Parfois, ces collisions communiquent assez d'énergie pour que les particules atmosphériques échappent à la gravité. On appelle cela la pulvérisation. Un par un, les atomes sont projetés dans l'espace. Sur des millions d'années, cela retire une masse atmosphérique substantielle. Ensuite, l'échange de charges. Le vent stellaire consiste en particules ionisées, surtout des protons. Quand ces ions rencontrent des atomes neutres dans une atmosphère, ils peuvent leur voler des électrons. Les atomes atmosphériques nouvellement ionisés répondent alors au champ magnétique.
Ils sont balayés par le vent stellaire et emportés. Ce processus est particulièrement efficace pour retirer l'hydrogène et l'hélium, légers et facilement ionisés. Enfin, le chauffage atmosphérique. Le vent stellaire dépose de l'énergie dans la haute atmosphère. L'atmosphère chauffe. Les particules chaudes se déplacent plus vite. Certaines atteignent la vitesse de libération et dérivent au loin. Ce mécanisme d'échappement thermique est le plus efficace pour les éléments légers. L'hydrogène s'échappe le plus vite. Puis l'hélium. Les éléments plus lourds comme l'azote, l'oxygène et le carbone s'échappent plus lentement, mais ils s'échappent tout de même. Mars offre un avertissement. Mars possédait jadis une atmosphère plus épaisse, comme en témoignent d'anciennes vallées fluviales et des lits de lacs. Sur des milliards d'années, le vent solaire en a arraché la majeure partie. Mars a perdu son champ magnétique tôt dans son histoire, quand son noyau s'est solidifié. Sans protection magnétique, l'atmosphère était vulnérable. Aujourd'hui, Mars possède moins d'1% de la pression atmosphérique terrestre. La planète s'est asséchée et gelée. Ceci est confirmé par des missions de rovers et des sondes en orbite qui ont mesuré directement les taux de perte atmosphérique. Le même sort pourrait-il frapper ce monde? L'atmosphère d'hydrogène pourrait en fait aider à protéger contre la perte. L'hydrogène est l'élément le plus léger. Il occupe les couches atmosphériques les plus hautes. Le vent stellaire interagit d'abord avec cet hydrogène, l'arrachant, mais laissant intactes les molécules plus lourdes, situées plus profondément. L'enveloppe massive d'hydrogène agit comme un bouclier sacrificiel. Tant que la planète réapprovisionne l'hydrogène depuis le bas, elle peut maintenir son atmosphère indéfiniment. Mais d'où viendrait l'hydrogène de remplacement? Si la planète possède un intérieur riche en hydrogène, la convection et le dégazage pourraient en libérer continuellement. Alternativement, si la planète contient de l'eau, cette eau pourrait se décomposer en hydrogène et en oxygène. L'hydrogène s'échappe. L'oxygène réagit avec les matériaux de surface. Cela assécherait lentement la planète sur des milliards d'années. Vénus démontre ce processus. Vénus a perdu l'équivalent d'un océan d'eau par échappement d'hydrogène. Les scientifiques estiment les taux de perte atmosphérique à l'aide de modèles qui prennent en compte les propriétés du vent stellaire, la gravité planétaire, la force du champ magnétique s'il existe, et la composition atmosphérique. Pour ce monde, les estimations varient largement selon les hypothèses. Les modèles optimistes suggèrent des taux de perte assez bas pour que la planète conserve son atmosphère pendant des milliards d'années. Les modèles pessimistes suggèrent une perte rapide qui l'aurait dépouillée en quelques centaines de millions d'années. Le fait que l'atmosphère demeure après des milliards d'années fournit une contrainte. Les taux de perte ne peuvent pas être aussi élevés que le prédisent les modèles pessimistes. Mais au-delà de cette conclusion, l'incertitude demeure. Il y a une autre question que les modèles d'habitabilité abordent rarement. La question des nutriments. Sur Terre, la productivité biologique dépend de l'énergie et de la matière. La photosynthèse capte la lumière solaire et la convertit en énergie chimique qui alimente la chaîne alimentaire. Ce monde reçoit des quantités de lumière stellaire comparables à celles de la Terre. Mais l'étoile naine rouge émet davantage de lumière rouge et infrarouge comparée au spectre plus large de notre Soleil. Certains organismes terrestres photosynthétisent efficacement dans le rouge. Les bactéries pourpres et certaines cyanobactéries prospèrent dans des environnements dominés par le rouge. La vie de là-bas pourrait s'être adaptée de même. La disponibilité des nutriments est tout aussi importante. Sur Terre, l'altération continentale libère des minéraux dans les rivières qui s'écoulent vers les océans. Ces minéraux nourrissent la vie marine. Les remontées d'eau profonde apportent des nutriments vers la surface, alimentant des régions productives comme la côte californienne et les eaux autour de l'Antarctique. Sans continent pour créer des remontées côtières, ce monde devrait reposer sur d'autres mécanismes. Peut-être que l'activité volcanique au fond de l'océan libère des minéraux directement dans la colonne d'eau. Peut-être que des forces de marée puissantes venues de l'étoile proche créent un brassage qui remonte les nutriments profonds. Quoi qu'il en soit, une haute productivité exige un fort approvisionnement en nutriments. Et voici une difficulté rarement mentionnée. Un monde icéen n'a peut-être aucun fond océanique accessible. Si un manteau de glace à haute pression sépare l'océan liquide du noyau rocheux, alors les minéraux du noyau ne peuvent jamais atteindre l'eau. L'océan serait chimiquement isolé de la roche. Aucune cheminée hydrothermale, aucune altération, aucun apport minéral. Un océan stérile par famine,
non par chaleur ni par froid. C'est l'une des objections les plus sérieuses au concept icéen, et elle a peu à voir avec la température ou la pression. Elle a à voir avec le fait qu'un océan a besoin de toucher une roche pour être vivant. Sur Terre, la frontière entre l'eau et la pierre est l'endroit où la chimie devient intéressante. Sur un monde icéen, cette frontière pourrait être enfouie sous des milliers de kilomètres de glace exotique. Il est possible que ce problème ait une solution. Il est possible que la convection dans le manteau de glace transporte des matériaux vers le haut. Il est possible que la limite glace-roche soit assez chaude pour permettre des échanges. Nous ne le savons pas. Personne ne le sait. Et ce genre d'incertitude, empilé sur toutes les autres incertitudes que nous avons rencontrées cette nuit, est la raison pour laquelle les scientifiques prudents refusent de dire le mot « vie ». Mais la vie pourrait elle-même survivre aux oscillations de température que cette planète subit. La vie sur Terre survit à des extrêmes stupéfiants. Des bactéries prospèrent dans les sources bouillantes de Yellowstone, où l'eau atteint 90 degrés. D'autres organismes survivent dans la glace antarctique, à -40. Les tardigrades, ces animaux microscopiques, qu'on appelle oursons d'eau, peuvent endurer des températures allant du voisinage du zéro absolu à 150 degrés. La vie est plus coriace que la plupart des gens ne l'imaginent. Mais ce monde pourrait pousser au-delà même des extrêmes terrestres. Les modèles climatiques montrent que selon les conditions atmosphériques, les températures de surface pourraient s'étendre de 10 degrés à plus de 70. L'orbite elliptique cause des variations au cours de chaque année de 33 jours. Au plus près de l'étoile, les températures grimpent. Au plus loin, elles chutent. Toute vie de là-bas doit affronter ces oscillations, ou trouver moyen de les éviter. Les organismes terrestres emploient plusieurs stratégies pour tolérer la température. Certains entrent en dormance durant les conditions défavorables. Les spores bactériennes peuvent survivre des milliers d'années en animation suspendue, attendant que les conditions s'améliorent. Quand les températures redeviennent favorables, elles se réactivent et reprennent leur croissance. Peut-être que les organismes de ce monde sporulent durant les extrêmes, puis prolifèrent durant les périodes modérées. Cela créerait des cycles d'activité biologique synchronisés avec l'orbite. D'autres organismes emploient des adaptations biochimiques. Les protéines se replient en forme précise pour accomplir leur fonction. La température affecte leur stabilité. Trop chaud, et les protéines se déplient, perdant leur fonction. Trop froid, et les enzymes ralentissent. Mais les organismes thermophiles produisent des protéines dotées de liaisons chimiques supplémentaires qui stabilisent leur structure à haute température. Les organismes psychrophiles emploient des protéines flexibles qui demeurent actives même au froid. La vie sur ce monde pourrait combiner les deux stratégies. L'océan lui-même fournirait un tampon. L'eau possède une haute capacité thermique, ce qui signifie qu'il faut beaucoup d'énergie pour changer sa température. Les grands corps d'eau se réchauffent lentement et refroidissent lentement. Même si les températures de l'air oscillent violemment, les températures océaniques demeurent plus stables. Un océan sur ce monde lointain amortirait de même les changements, lissant les variations orbitales. La profondeur offre un autre refuge. Sur Terre, les eaux de surface fluctuent avec les saisons et le temps. Les eaux profondes demeurent stables toute l'année. En dessous de 200 mètres environ, la température océanique change à peine. La vie pourrait se retirer vers l'eau profonde stable durant les extrêmes, puis remonter vers la couche de surface productive durant les périodes favorables. La migration verticale est commune dans les océans terrestres. Beaucoup d'organismes descendent le jour et remontent la nuit. Il y a des preuves que la vie s'adapte mieux aux extrêmes cycliques qu'aux extrêmes constants. Les organismes peuvent se préparer aux changements prévisibles. Avant l'hiver, les arbres déplacent les nutriments vers leurs racines et perdent leurs feuilles. Avant la saison sèche, certains poissons s'enterrent dans la boue. La clé est la prévisibilité. Si le cycle de 33 jours se répète de manière fiable, la vie pourrait développer des réponses déclenchées par des signaux environnementaux. Mais 33 jours sont plus rapides que la plupart des adaptations biologiques. Un arbre ne peut pas pousser des feuilles, les perdre, puis les repousser toutes les quelques semaines. La vie microbienne s'en tirerait mieux. Les bactéries se reproduisent vite. Les temps de génération se comptent en heures ou en jours. En 33 jours, les bactéries traversent des dizaines ou des centaines de générations. Cela permet une évolution rapide. Les populations bactériennes pourraient s'adapter aux conditions changeantes par sélection naturelle, opérant en temps réel. Et cela nous ramène à la question la plus difficile de toutes. Quel seuil devons-nous franchir
avant de déclarer que nous avons trouvé une vie étrangère. Les enjeux ne pourraient pas être plus élevés. Annoncer la découverte d'une vie extraterrestre serait l'un des moments les plus profonds de l'histoire humaine. Cela répondrait à une question que nous posons depuis des milliers d'années. Sommes-nous seuls? La réponse remodèlerait la philosophie, la religion, la science et notre sentiment de notre place dans l'univers. Se tromper serait catastrophique. Affirmer que la vie existe alors qu'elle n'existe pas détruirait la crédibilité. De futures découvertes authentiques seraient mises en doute. C'est pourquoi les scientifiques exigent 5 sigma. Cela signifie que la probabilité de se tromper par hasard est inférieure à une chance sur 3,5 millions. C'est comme lancer une pièce et obtenir face 22 fois d'affilée. Possible, mais si improbable que vous parieriez tout sur une pièce truquée. L'histoire enseigne la prudence. En 1996, des scientifiques annoncèrent la possible découverte de bactéries fossilisées dans une météorite martienne. La nouvelle fit les gros titres du monde entier. Mais une analyse ultérieure révéla des explications alternatives. Ce qui ressemblait à des fossiles bactériens pouvait être des formations minérales. Ce qui ressemblait à des marqueurs biologiques pouvait être de la contamination. Aujourd'hui, la plupart des scientifiques considèrent les preuves comme insuffisantes. Plus récemment, la phosphine sur Vénus engendra l'enthousiasme. En 2020, des scientifiques rapportèrent la détection de phosphine dans les nuages de Vénus. Sur Terre, la phosphine est produite par des bactéries ou par des procédés industriels. La trouver sur Vénus suggérait une possible vie microbienne flottant dans les nuages. Mais la réanalyse mit la détection en doute. La signature spectrale pouvait en réalité être du dioxyde de soufre mal identifié. La phosphine revendiquée pourrait ne pas exister du tout. La confiance s'éroda, passant d'une détection forte à une incertitude. Vous remarquerez que cette histoire ressemble beaucoup à celle que nous racontons ce soir. Une annonce éclatante, une molécule dont on affirme que seule la vie la fabrique, une réanalyse indépendante, un signal qui rétrécit. Ces faux départs ont eu des conséquences. L'intérêt public pour l'astrobiologie demeure élevé, mais le scepticisme a cru. Les médias traitent les nouvelles affirmations avec plus de prudence. Les scientifiques subissent une pression pour être absolument certains avant de rendre public. La découverte du sulfure de diméthyle arrive avec ses leçons apprises. L'équipe de recherche a répété la prudence. Elle n'a pas affirmé que la vie avait été trouvée. Elle a affirmé une biosignature qui exige une explication. La différence compte. Une biosignature est un signal compatible avec la vie. Ce n'est pas une preuve de la vie. D'autres explications peuvent exister. Le signal peut être mal interprété. Les mesures peuvent contenir des erreurs. Ce n'est qu'après avoir épuisé les alternatives et confirmé le signal de manière répétée que les scientifiques peuvent envisager de revendiquer une découverte. Ce processus prend du temps. Il exige de la patience. Il exige des mesures supplémentaires qui pourraient prendre des années. La communication publique met ce processus à rude épreuve. Dès que des résultats préliminaires suggèrent une vie étrangère, la couverture médiatique explose. Les titres simplifient des résultats complexes. La nuance se perd. Le public entend que les scientifiques ont trouvé des extraterrestres, alors que les scientifiques ont dit qu'ils ont trouvé un signal qui pourrait indiquer la vie. Gérer les attentes devient crucial. Surestimer provoque un retour de bâton. Sous-estimer signifie que les découvertes sont ignorées. Trouver l'équilibre est difficile. Certains soutiennent que 5 sigma est trop strict pour les biosignatures. Contrairement à la physique des particules, où les expériences se répètent facilement, les mesures astronomiques dépendent d'un temps de télescope limité. Attendre 5 sigma pourrait prendre des décennies. Pendant ce temps, le signal est réel. La société devrait-elle attendre une certitude parfaite avant de reconnaître des découvertes probables? D'autres répondent que les annonces prématurées causent plus de tort que les retards. Mieux vaut être tardif et juste que précoce et faux. Que doivent accomplir les mesures futures pour trancher le débat? D'abord, elles doivent séparer le sulfure de diméthyle du disulfure de diméthyle. Les données actuelles montrent des traits d'absorption compatibles avec l'une ou l'autre molécule, ou les deux. Ce sont des cousins chimiques aux signatures spectrales semblables dans la gamme observée, mais elles ne sont pas identiques. Étendre les mesures vers des longueurs d'onde plus longues révélerait les différences. Le disulfure possède des traits d'absorption marqués dans une région où le sulfure n'en a pas. Cela compte,
parce que ces deux molécules se forment par des voies légèrement différentes sur Terre. Le sulfure vient surtout du phytoplancton. Le disulfure vient surtout du métabolisme bactérien. Trouver l'un plutôt que l'autre, ou les deux, contraindrait les types d'organismes susceptibles d'exister. Ensuite, les mesures doivent augmenter la significativité statistique. Mais nous savons maintenant que ce n'est pas si simple. Augmenter la significativité suppose que le signal soit réel et que davantage de données le renforceront. Si le signal est un artefact d'analyse, davantage de données le feront disparaître. Les deux résultats sont informatifs. Un seul fera les gros titres. La vérification indépendante importe autant que la quantité de données. Les résultats scientifiques gagnent en crédibilité quand plusieurs groupes atteignent la même conclusion par des techniques d'analyse différentes. Les données de web sont publiques après une brève période réservée. N'importe qui peut les télécharger. Plusieurs équipes ont déjà examiné ce signal. Elles ne s'accordent pas. C'est exactement ce que le système est censé produire quand un signal est marginal. Les mesures devraient aussi chercher d'autres candidats au titre de biosignature. Le chlorure de méthyle est prédit comme biosignature sur les monts Dicéens. Il se forme quand des organismes incorporent du chlore dans des molécules organiques. Les océans terrestres en contiennent, produits par les algues marines. Le trouver sur ce monde fournirait une preuve indépendante en faveur de la biologie. À l'inverse, ne pas le trouver suggérerait que des processus non biologiques dominent. L'oxygène demeure la biosignature de référence sur Terre. Les organismes photosynthétiques le produisent comme déchet. Il s'accumule parce que le réapprovisionnement constant l'emporte sur la destruction chimique. Trouver de l'oxygène sur une exoplanète serait une preuve puissante. Ce monde n'en montre aucun. Ce qui, curieusement, s'accorde avec l'hypothèse ICN. Les atmosphères d'hydrogène n'accumuleraient pas d'oxygène, même si des organismes en produisaient. L'hydrogène réagirait avec l'oxygène immédiatement. Remarquez la structure de ce raisonnement. L'absence d'oxygène est expliquée. L'absence d'ammoniac est expliquée. La présence de méthane est expliquée. Chaque observation trouve sa place dans le cadre. C'est réconfortant. C'est aussi exactement ce à quoi ressemble une théorie qui explique trop. Une théorie qui peut absorber n'importe quel résultat n'est pas contrainte par les résultats. Le test véritable n'est pas ce que la théorie explique, c'est ce qu'elle interdit. Les variations saisonnières méritent l'attention. Si les concentrations de biosignatures changent avec le temps, cela pourrait refléter des cycles biologiques, des variations orbitales ou des effets d'activité stellaire. L'atmosphère terrestre montre des cycles saisonniers de dioxyde de carbone à mesure que les plantes croissent et se décomposent. Des cycles semblables sur un autre monde suggéreraient que la biologie répond aux changements environnementaux. Le but ultime n'est pas seulement de confirmer la présence d'une molécule, mais de comprendre sa source. Cela exige de détecter un ensemble de molécules qui, prises ensemble, pointent sans ambiguïté vers la biologie ou indiquent clairement des processus non vivants. Aucune molécule seule ne prouve que la vie existe. C'est peut-être la leçon la plus importante de toute cette histoire. Nous avons voulu qu'une seule molécule porte tout le poids. Nous avons voulu un mot dans la lumière qui dise « vivant ». L'univers ne fonctionne pas ainsi. Il donne des indices, jamais des déclarations. Et l'art consiste à lire les indices sans leur faire dire ce que nous espérions entendre. Nous nous tenons au bord du savoir. À 124 années-lumière, une planète tourne autour d'une étoile rouge et faible. Son atmosphère contient du méthane, du dioxyde de carbone, de l'hydrogène en abondance. Cela, nous le savons. Cela tient. Peut-être contient-elle aussi une molécule que, sur Terre, la vie fabrique. Peut-être que non. Le télescope continue de regarder. Les mesures s'accumulent. Et dans quelques mois, ou quelques années, nous saurons si ce monde est habité, ou si nous nous sommes une fois de plus abusés nous-mêmes. Voici ce qui est remarquable, quelle que soit la réponse. Nous avons construit un instrument capable de détecter une poignée de molécules dans l'air d'un monde si lointain que sa lumière voyage 124 ans pour nous atteindre. Nous avons appris à lire un code-barre écrit dans la lumière des étoiles. Puis nous nous sommes disputés, publiquement, minutieusement, sur ce que ce code-barre disait. Et nous continuons de nous disputer, parce que personne n'a le droit de trancher par autorité. Cela, ce processus lent et querelleur, est la chose la plus étrange et la plus belle que notre espèce ait jamais fabriquée. La question qui hante l'humanité depuis que nous avons levé les yeux vers les étoiles pour la première fois n'est pas encore résolue. Mais pour la première fois,
Elle est devenue une question scientifique ordinaire, une question avec des données, une question avec des méthodes, une question sur laquelle des gens raisonnables peuvent être en désaccord et le rester, en attendant que d'autres mesures arrivent. Et vous n'avez rien à décider cette nuit. Le signal existe ou n'existe pas, indépendamment de ce que vous en pensez, indépendamment de votre sommeil ou de votre veille. La planète poursuit son orbite de 33 jours, comme elle l'a fait des milliards de fois avant que vous n'existiez, comme elle le fera des milliards de fois après. Elle ne sait rien de nous. Elle n'attend rien. Alors laissez descendre les épaules. Laissez la mâchoire se desserrer. Laissez le poids de votre corps être tenu entièrement par ce qui vous soutient, de sorte que vous n'ayez plus rien à porter du tout. Votre respiration ralentit d'elle-même. Elle n'a besoin d'aucune instruction. Un peu plus longue à chaque souffle. Un peu plus lente. Et si l'esprit dérive encore vers cette étoile rouge, vers cette atmosphère épaisse et étrange, vers l'idée d'un océan chaud sous un ciel d'hydrogène, où quelque chose, peut-être, respire lentement dans le noir, laissez-le dériver. Puis laissez-le repartir. Ce ne sont pas des soucis. Ce ne sont que des questions ouvertes. Et les questions ouvertes ne demandent rien de vous cette nuit. Elles étaient là avant. Elles seront là après. Quelque part, en ce moment même, la lumière de cette étoile traverse le vide, en direction d'un miroir doré, à 1,5 million de kilomètres au-dessus de vos têtes. Elle est partie il y a 124 ans. Elle arrivera quand elle arrivera. Personne ne peut la hâter. Alors fermez les yeux. Laissez la pièce rester sombre. Que nous soyons seuls ou non, cette nuit-ci est la vôtre, et elle est tranquille, et rien ne vous est demandé. Il n'y a plus qu'à vous reposer maintenant. Le silence est à vous, et il tiendra, sans se rompre, jusqu'à ce que la lumière revienne d'elle-même.